Bonjour, donc on va passer au troisième TD sur les cycles biologiques et cette fois-ci on va terminer avec les phanérogrammes. Si vous vous rappelez, dans le TD précédent, on a consacré la séance à l'étude des cycles de vie chez les cryptogames. On a d'un côté les bryophytes, on a vu un seul cycle chez les mousses qui illustre très bien les bryophytes, puis chez les ptéridophytes, comme il y a une diversité dans l'organisation des cycles de vie, nous avons choisi trois exemples, celui donc de la fougère, puis celui de l'équicétome, puis celui de la sélaginelle. Trois cycles différents. On a vu que ces cycles se différenciaient donc chez les ptéridophytes par certaines caractéristiques, mais ils avaient des caractéristiques communes que je rappelle, cycle digénétique avec la dominance de la diplophase par rapport à l'haplophase, dominance donc du sporophyte par le gamétophyte que nous avons très bien illustré pour chaque type de cycle. Donc cette caractéristique représente la différence principale par rapport au cycle des bryophytes qui au contraire montre une dominance du gamétophyte, donc de l'haplophase, par rapport aux diplophase. Au niveau du mode de fécondation, on a vu qu'on a toujours, chez les cryptogames, qu'ils soient bryophytes ou ptéridophytes, une fécondation qui nécessite une phase aquatique. Il s'agit d'une ogamie faisant intervenir un gamète mâle mobile et un gamète femelle fixe. Chez les ptéridophytes, on a montré à travers ces exemples un gradient dans lequel on voit que la dominance du sporophyte et la régression du gamétophyte se fait d'une manière différente. Et l'exemple des sélaginelles montre une réduction extrême du cycle, de l'importance du gamétophyte dont l'appareil végétatif n'est représenté que par quelques cellules. Et en plus, qu'il n'est plus libre et qu'il fait son développement à l'intérieur de la paroi de la méiospore, qu'il soit macro ou microspore. Donc, c'est ce qu'on appelait une tendance à l'enveloppement du protal dans une coquille qui est la paroi de la méiospore provenant du sporophyte. On a parlé de tendance à l'endoprotalie. D'accord? Cette tendance, il est apparente dans les cycles que j'ai présentés seulement chez les sélaginelles, qui n'est pas du tout apparente dans les autres cycles. Il y a une autre chose intéressante qu'on a montré, c'est la sexualisation. On a vu qu'elle est absente, intermédiaire, absente chez les fougères, par exemple le cycle du polypode, intermédiaire chez les équicétomes, mais manifeste, claire, importante dans le cas de la sélaginelle où la sexualisation est apparente au niveau des sporonges sur le sporophyte, puisqu'on a hétérosporangies, deux types de sporonges, macrosporanges, microsporanges, libérant des macro et des microspores avec donc un macro et un microprotal, donc une sexualisation très prononcée. Voilà, donc ça c'est un résumé de ce qu'on a vu chez les cryptogames. Maintenant, chez les phanérogames. Bon, je rappelle que chez les phanérogames, il y a deux groupes donc
taxonomiquement, on peut parler de deux embranchements, les gymnospermes et les angiospermes. Les gymnospermes ou les coniférophytes ou coniférophyta, on va étudier un exemple de cycle. Je rappelle que, comme je l'ai dit clairement dans le cours, que nous avons adopté une présentation très simplifiée de la taxinomie en limitant le nombre de groupes et en mettant à part, ne mentionnant pas certains groupes intermédiaires, par exemple chez les phanérogames. Là, je me suis limité aux gymnospermes, aux angiospermes, mais je ne parle pas de groupes intermédiaires comme les pré-phanérogames ou les chlamydospermes. Donc, juste un petit rappel que dire, pour rappeler que la présentation que je fais est une présentation très simplifiée et qui est loin de montrer toute la complexité et la diversité des formes chez les phanérogames. C'est la même chose aussi chez les cryptogames, j'en ai pas parlé, mais c'est important de le rappeler. Donc, les gymnospermes, pour faire une petite introduction, comme je l'ai fait chez les cryptogames, pour les ptéridaux et les bryots, les gymnospermes sont un groupe de plantes vasculaires qui ont la caractéristique, si vous vous rappelez le tableau de comparaison de cryptogames et phanérogames, qui ont la particularité d'avoir des ovules. Donc, des ovules, c'est-à-dire que les sporanges sont enveloppés dans une enveloppe qui crée cette nouvelle structure qu'on appelle un ovule et que cet ovule, après fécondation, va donner un autre organe important dans le cycle de vie qui est la graine. Donc, ces ovules sont nus, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de structure supplémentaire qui les protège. Bon, pourquoi parler de structure supplémentaire? C'est par rapport aux angiospermes. C'est la différence principale dans l'organisation de l'appareil reproducteur entre les deux. C'est que chez les angiospermes, les ovules vont être entourés par un tégument, par une enveloppe qu'on va créer un autre organe que l'ovule, c'est l'ovaire, et l'ovaire, en préfécondation va donner un autre organe important pour le cycle de vie qui sont les fruits ou le fruit. Donc, si on revient à l'étymologie, un mot gymno, ça veut dire nu sperme, c'est-à-dire groupe de végétaux à graines nues. Donc, la fleur, on a dit que les organes reproducteurs des phanérogames se différencient des cryptogames par un organe visible qui est la fleur. En fait, la fleur est vraiment discrète chez les gymnospermes. La fleur complète, bien différenciée, avec toutes les formes et la diversité des formes qu'il prend, on va la retrouver que chez les angiospermes. Il est vraiment discrète, très peu apparente, comme on va le voir dans l'étude du cycle des gymnospermes et des appareils reproducteurs. Bon, on a dit que c'est des végétaux vasculaires. À la différence des angiospermes, les gymnospermes sont tous des formes ligneuses, soit des arbustes ou des arbres. Et quand ils sont des arbres, ils peuvent avoir des tailles importantes, hein, donc des grands arbres qui vont faire plusieurs dizaines de mètres de hauteur avec des diamètres importants. Quand je parle de diamètre, le diamètre c'est la croissance en largeur, ça représente l'âge des arbres. Et dans ce groupe,
il y a certaines espèces parmi les espèces qui ont la plus grande longévité reconnue chez les plantes, comme c'est l'exemple du séquoia dans l'Amérique du Nord, avec des individus qui ont plus de 4000 ans d'âge. Donc c'est vraiment une longévité extraordinaire. Donc, si on veut prendre un exemple d'arbre de taille et d'âge comparable dans des écosystèmes marocains, donc on pourrait citer le cèdre. C'est un arbre majestueux avec des tailles, donc comme vous le voyez sur ces diapositives, qui font plusieurs dizaines de mètres, et avec des troncs à diamètre important, donc avec des âges importants. Au Maroc, le cèdre dans le Rif, il y a des individus qui ont entre 1100 à 1200 années d'âge, alors que dans l'Atlas, spécialement moyenne et le haut d'Atlas, il y a des individus qui atteignent des âges de l'ordre de 1500 à presque 1600 années. Donc, c'est vraiment des arbres majestueux avec une durée de vie impressionnante. Plus près de nous, à Chaouen, il y a un autre arbre, un gymnosperme, très particulier parce qu'il s'agit d'une espèce endémique avec, dont la répartition est très limitée. On parle endémique, on le trouve dans le parc national de Tel Assemtan, c'est le sapin du Maroc, la pièce marocaine. Ça, c'est juste une petite introduction pour vous montrer à quoi ressemblent les gymnospermes et leur importance. Vous voyez que ce sont des arbres qui forment des forêts, donc des écosystèmes forestiers avec des étendues importantes. Les organes reproducteurs, donc on a dit des fleurs peu apparentes, et ces fleurs peu apparentes sont regroupées dans des organes qui, eux, sont apparents. Ce sont les cônes mâles et les cônes femelles. Étymologiquement, c'est ça qui explique pourquoi on appelle parfois certains gymnospermes ou un groupe des gymnospermes les conifères. Donc, vous voyez la relation entre l'étymologie et l'organisation de l'appareil floral. Donc, ces gymnospermoconifères peuvent être des espèces dioïques ou monoïques, c'est-à-dire on peut avoir sur le même individu les organes sexuels des deux types mâles et femelles, ou on peut avoir des individus portant seulement des organes mâles et d'autres leurs organes femelles. C'est pour ça qu'on parle de forme monoïque ou dioïque. Mais les fleurs, eux, sont toujours unisexuées. Donc, il n'y a pas de fleurs hermaphrodites chez les gymnospermes. L'organisation de l'appareil reproducteur chez les gymnospermes, comme je viens de le dire, il n'y a pas de fleurs au sens strict ou véritable du terme, mais il y a des cônes, donc dans lesquels il y a des pièces qu'on va interpréter comme des pièces florales ou une organisation qui représente les fleurs. Ici, on a pris l'exemple d'un pin monoïque, c'est-à-dire sur lequel, sur les branches de cet arbre, on va retrouver les deux types d'organes mâles et femelles. Ici, dans ce schéma, on voit une branche et cette branche, dans son développement, correspond à la croissance. Ici, c'est la partie apicale, donc là où il y a le méristème qui est à l'origine de la croissance et de la formation de la branche. Donc c'est la partie la plus récente et à la base,
c'est la partie la plus ancienne, la plus âgée. Donc, sur une branche, on va reconnaître les différentes parties correspondant à des âges différents. La partie ici délimitée avec ce trait bleu correspond à la partie formée au cours de cette année. Donc, c'est la pousse de l'année dans laquelle on va trouver les cônes qui sont formés pendant cette année. Donc, là, il y a la partie donc, qui a été formée l'année dernière. Et là, on a une partie donc, qui correspond au développement de l'année d'avant, c'est-à-dire d'il y a 2 ans. Donc, si je résume, et si je fais, si vous voulez, si je veux tracer un axe de temps le long de cette branche, ici, je vais avoir donc au sommet le 0, si vous voulez, l'actuel, le temps actuel. Ici, c'est la croissance de cette année. Ici, c'est la croissance de l'année dernière, on va dire 1, et ici, c'est la croissance de l'année d'avant, 2 ans. Alors, qu'est-ce qu'on voit le long de cette branche? Ici, j'ai fait des cercles de 2 couleurs, la couleur verte et la couleur rouge. La couleur verte vous montre les cônes femelles. Et vous voyez que le long de la branche, on trouve 3 types de cônes femelles, de taille, de forme et d'états différents. La partie jaune, ici, c'est les cônes de l'année en cours. C'est les plus jeunes qui sont en formation. Ici, vous avez les cônes qui ont de l'année d'avant, qui ont été formés l'année dernière. Et là, vous avez les cônes d'il y a 2 ans. Ils sont différents par leur taille. Celui-là, il est minuscule. Celui de l'année, il fait à peine 1 à 2 cm, alors que celui de l'année d'avant est beaucoup plus grand. Mais vous remarquez que les écailles qui le forment sont fermées, alors que celui de 2 ans, il est de taille plus importante, avec des écailles ouvertes. D'accord? Donc, 3 types de cônes. Les cônes mâles, c'est les rouges. Vous voyez qu'il n'y a qu'un seul type de cône de l'année, c'est-à-dire, contrairement aux cônes femelles qui persistent 2 ans sur la branche ou sur l'arbre, les cônes mâles, eux, apparaissent pendant la période de la reproduction, libèrent le pollen, puis ils disparaissent. Ils ne restent pas sur les branches. Ils sont très petits. Voici ici, cette zone correspond à l'emplacement où il y avait les cônes mâles de l'année d'avant. D'accord? Qui sont tombés. Hein? Ils ne sont plus là. L'année dernière, là, on a les cônes. Vous voyez à côté ici une représentation avec la structure des 2 types de cônes. Ici, une coupe donc longitudinale d'un cône mâle. Vous voyez qu'un cône mâle est formé d'un axe et d'un ensemble d'écailles. Chaque écaille porte un sac pollinique et à l'intérieur du sac de pollen, il y a des grains de pollen. Donc, c'est ce que vous voyez ici en schéma, un axe avec des écailles et chaque écaille porte des sacs polliniques. Si on veut faciliter les comparaisons par rapport aux angiospermes, on peut appeler cette écaille comme une étamine. Bon, c'est une feuille qui exile un sac pollinique. On peut l'appeler étamine pour faire la comparaison avec la fleur des angiospermes. Côté femelle, si on fait la coupe, c'est ce que vous voyez ici, une coupe longitudinale, même structure, des feuilles et des écailles, hein, même structure.
La différence, c'est que chaque écaille porte, au lieu de sac pollinique, des ovules. Vous voyez ici, il porte 2 ovules, chaque écaille. Une deuxième différence, ici les écailles sont simples, ici chaque écaille porte une bractée, une petite appendice foliaire à la base. Pas de bractées pour les écailles, des bractées pour les écailles. C'est important après pour l'interprétation de la structure florale. Ça veut dire qu'ici, pas de bractées, on assimile tout l'organe, le cône mâle, à une fleur mâle. C'est une fleur mâle. D'accord? Alors qu'ici, la fleur femelle, c'est l'écaille avec sa bractée. Ici, il y a une seule bractée à la base du cône. Donc, une bractée plus une structure permet de délimiter les fleurs. Ici, l'écaille, ce sont des étamines et l'ensemble, c'est une fleur mâle. Ici, l'écaille, c'est une fleur femelle et l'ensemble, c'est une inflorescence femelle. Bon, ça c'est intéressant sur l'interprétation théorique de la structure, mais c'est pas vraiment fondamental pour comprendre le fonctionnement du cycle et de la reproduction sur les gymnospermes. Tout ce que je viens d'expliquer, on va le revoir sur des photos prises sur le terrain, donc montrant chez les pins, ici c'est un pin d'Anep, Pinus alipensis. Vous voyez ici donc l'ensemble des cônes mâles, comme on l'a dit, c'est un ensemble de fleurs mâles. Vous voyez ici le grossissement, hein. Les différents cônes sont petite taille, vous voyez, moins d'un maximum 1 centimètre, sinon quelques millimètres. Et on voit très bien les écailles sur cette photo, hein. Chaque cône est formé d'écailles et bien sûr, si on dissèque, on voit que les écailles vont porter des grains de pollen. Ici, vous voyez le grain de pollen. Le grain de pollen, ici vu au microscope, dans 2 états, avant germination, après germination, avec un tube pollinique. Le grain de pollen des gymnospermes est très particulier, il permet de reconnaître facilement le pollen des gymnospermes, spécialement des conifères, parce qu'il a cette structure avec 2 ballonnets, 2 ballons d'air. Vous avez une unité centrale que je ne vais pas appeler cellule parce qu'on va se rendre compte que ce n'est pas une seule cellule, qu'il y a plusieurs cellules, et avec deux sacs aérifères. Ce sont des ballons vides avec de l'air. Vous voyez ici la schématisation, les 2 ballonnets et l'unité centrale. À quoi servent ces ballonnets? En fait, c'est pour la dissémination. C'est une adaptation qui permet au pollen d'être transporté par le vent et de pouvoir être dispersé à des grandes distances. Ça permet de la pollinisation, à part le vent. Maintenant, cette unité centrale, je viens donc de dire qu'il ne s'agit pas d'une cellule, il ne faut pas l'interpréter comme une cellule. Ici, cette observation microscopique, on le voit très bien, puisqu'on voit qu'il y a plusieurs noyaux. Et on va l'interpréter d'une manière très simple. On va dire que c'est un complexe avec 2 cellules. Une grande cellule avec son propre noyau et une petite cellule avec son petit noyau. Grande avec grand noyau, petit noyau. C'est très intéressant comme interprétation puisque ça va faciliter la compréhension après
et l'interprétation de la structure. Bon, cette cellule, on l'interne la grosse comme cellule végétative, c'est-à-dire une cellule qui va être responsable de la germination et de la croissance du tube pollinique. Vous voyez ici le noyau végétatif, on va l'appeler cellule végétative. Et la deuxième, c'est la cellule reproductrice ou cellule gamétogène ou gamétique, c'est celle qui va produire les gamètes. Donc, pour l'instant, je n'ai pas fait d'interprétation. Que représente le pollen? Bon, le pollen, il est produit dans les sacs polliniques, dans l'étamine. Qu'est-ce que c'est que les sacs polliniques? Ce sont les microsporanges. Donc, c'est des entéridies, si vous voulez, dans lesquels la réduction chromatique se fait. Ils produisent donc des méiospores. Est-ce que le grain de pollen est une méiospore? Non, c'est faux. C'est parce que, si vous vous rappelez ce que je viens de dire il y a une minute, c'est que c'est pas une cellule. Donc, c'est pas une méiospore. C'est, au contraire, un organisme formé de plusieurs cellules. Donc, c'est la germination issue de la méiospore. Donc, c'est le gamétophyte mâle. Donc, un grain de pollen, qu'est-ce qu'il représente dans le cycle de vie d'une gymnosperme? Le grain de pollen représente le gamétophyte mâle. La cellule végétative, qu'est-ce qu'il représente dans ce gamétophyte? Elle représente l'appareil végétatif. Cellule végétative, l'appareil végétatif, il est réduit. C'est quoi? Ça va être le tube pollinique qui sert à transporter les noyaux gamétiques. Le noyau gamétique, c'est quoi? Ça va être l'équivalent donc du gamétange mâle. Donc c'est lui qui va produire des gamètes, sauf que cette fois-ci, les gamètes vont être réduits, ils ne vont pas être libres et ils seront peu nombreux. Il va produire 2 gamètes non libres, réduits à des noyaux. Ils ne sont pas libres. Donc, pour arriver en contact avec la partie femelle, ils ne sont pas libres, donc ils ne seront pas libérés dans de l'eau. Ils seront transportés par le tube pollinique. Vous voyez, là, c'est la coupure importante dans l'organisation du cycle de vie au niveau du mode de fécondation. On a vu que chez les cryptogames, le mode de fécondation était une ogamie qui fait appel toujours à, donc, à la présence d'eau comme vecteur de transport du gamète mâle. Ici, le gamète mâle n'est plus libre. Et il n'a pas besoin d'un milieu intermédiaire ou d'un vecteur externe. Un vecteur, il est interne, c'est la croissance du tube pollinique. Bon, partie femelle. Vous voyez ici, donc, les photos prises sur le terrain pour la partie femelle. On voit les cônes de l'année. Vous voyez, ils sont encore verts, ils sont petits. Sont de l'ordre de 2 à 3 cm, sont très petits, et vous voyez que les écailles sont entrouvertes, c'est-à-dire que le grain de pollen peut pénétrer à l'intérieur du cône femelle à ce niveau ou à ce temps donné du cycle. Donc, c'est le moment où se fait la pollinisation. Donc, la pollinisation, les grains de pollen libérés vont s'introduire dans les cônes femelles de l'année. Donc, la pollinisation se fait au niveau des cônes de l'année. Rappelez-vous, dans la branche, et ceux qui sont en apex, les tout petits. Ici, vous voyez les 2 cônes. Ici, c'est une année après
ce cône-là, il a sous cet aspect, il s'est développé, elle a augmenté de taille, et vous voyez que les écailles sont fermées. Donc, une autre année plus tard, ce même cône qui paraît vert ici, devenu plus grand, ligneux, et il s'est ouvert. Bon, les écailles sont ouvertes, ça veut dire que là, ils vont libérer les graines nues. Donc, rappelez-vous, qu'est-ce qu'il y a dans le cône des écailles? Les écailles, ce sont quoi? C'était des fleurs femelles, c'est-à-dire chaque écaille porte les ovules. Le pollen, quand il est à l'intérieur, il va porter les gamètes mâles pour réaliser la fécondation. Donc, la libération de graines a besoin de temps chez les gymnospermes, mais il se fait donc 2 ans plus tard. Voilà. Donc, voici une autre présentation donc des cônes. Vous voyez ici les cônes mâles de l'année. Vous voyez très bien l'écaille avec sa bractée. Les ovules, on ne les voit pas comme ça, mais on voit très bien que c'est une structure ouverte. Les écailles sont ouvertes. Vous voyez les petits grains qui sont là, ce sont les grains de pollen qui sont posés à l'intérieur. Donc ici, une coupe longitudinale de cette structure. On voit l'écaille avec les ovules. Et là, le cône, on dit aussi dans le langage courant, une pomme de pin ouverte, donc les écailles. Et là, à ce stade, les graines ont tombé. Maintenant, l'interprétation de l'ovule. Donc, l'ovule a cette structure. Quand on fait une coupe de l'ovule chez les gymnospermes, je rappelle qu'il est nu, qu'il n'y a rien d'autre autour. Sur l'écaille, il y a l'ovule. Cet ovule, vous voyez ce qu'ici est en vert, c'est le tégument qui le protège. Donc, il protège quoi? Il protège ce qui est jaune ici, ce qui est bleu et jaune, c'est-à-dire le macrosporange. Donc, le macrosporange, partie bleue. Ce macrosporange, il y a à l'intérieur des cellules mères qui vont subir la réduction chromatique pour donner une macrospore, et cette macrospore va germer, l'une des 4, 3 vont disparaître, et la germination, c'est-à-dire, germination veut dire quoi? Ça veut dire tout simplement des divisions successives pour former des tissus, vont donner ce qu'on va appeler un endosperme. Cet endosperme représente quoi? Il représente le gamétophyte femelle. Donc, dans l'ovule, on a ce qui est bleu, c'est le macrosporange. On a ce qui est, pardon, je rectifie. On a ce qui est bleu, c'est le macrosporange, correspondant au nucelle. Les deux termes sont équivalents. Nucelle, c'est le nom donné à ce structure, son interprétation, c'est le macrosporange. Partie jaune, c'est l'endosperme, son interprétation, c'est le gamétophyte femelle. Qu'est-ce que porte un gamétophyte? Il porte des gamétonges. Ici, c'est un gamétophyte femelle, c'est un macrosporange, il va porter des archégones avec des osphères. C'est ce que vous voyez ici, il en porte 2. Donc, l'ovule est ouvert par une structure, le micropyle, qui permet la pénétration du pollen pour réaliser la fécondation. D'accord? Faites attention à ce que je viens de dire. J'ai dit pénétration du pollen pour la fécondation. Le pollen n'est pas un gamète. Le pollen est un gamétophyte, c'est-à-dire tout le gamétophyte va pénétrer et il va libérer après les gamètes à l'intérieur. Je pense que c'est suffisamment
clair à ce niveau. Maintenant, on va voir le cycle, comme la comparaison que j'ai faite tout à l'heure. Dans le TD précédent, on va comparer les deux phases du cycle, puisqu'il s'agit toujours d'un cycle digénétique avec haplophase gamétophyte, diplophase sporophyte. Le sporophyte, c'est quoi? C'est l'arbre. Hein? C'est l'appareil végétatif. On vient de voir dans l'introduction qu'il peut avoir des tailles de plusieurs dizaines de mètres, qu'il peut vivre des dizaines d'années. Donc, important, appareil végétatif avec une durée de vie importante. Alors, le gamétophyte, il est où? C'est ce qui est en bleu dans mon cycle. Et il y en a deux, au fait, les gamétophytes. Il y a un qui est tout minuscule. C'est le grain de pollen, c'est le gamétophyte mâle. Donc, ce gamétophyte, bien qu'il est libre, il est réduit, donc on a vu son appareil végétatif, à une cellule, la cellule végétative, hein, une cellule qui porte la cellule gamétogène, qui on peut interpréter comme le gamétange mâle. Donc, hein, la comparaison est vraiment claire, hein, au niveau de ce qu'on peut chercher comme rapport de dominance. Ici, la taille est microscopique, la durée de vie est courte ici. Bien sûr, la taille est donc de plusieurs dizaines de mètres, une durée de vie donc beaucoup plus longue. Ça, c'est pour le gamétophyte mâle. Pour le gamétophyte femelle, il est où? Il est protégé à l'intérieur de l'ovule. Rappelez-vous, le gamétange, c'était quoi? C'était une nucelle. Et le gamétophyte, c'était l'endosperme qui porte les gamétanges femelles, qui sont les archégones. Il n'est pas libre, contrairement du gamétophyte mâle. Il est fixé, porté et protégé à l'intérieur de l'ovule, lui-même fixé sur une écaille dans un cône sur le sporophyte. Donc, si vous vous rappelez ce que j'ai appelé tendance à l'enveloppement du sporange, ici, il est vraiment réalisé, enveloppement du sporange et du gamète et fixation sur le sporophyte. Donc, c'est un cycle digénétique avec une dominance nette du sporophyte par rapport au gamétophyte, avec fixation du gamétophyte femelle et son enveloppement sur le sporophyte. Donc, l'endosporangie et l'endoprotalie qui sont réalisés. Évolutivement, qu'est-ce que cela signifie? Ça signifie des cycles plus sûrs avec une meilleure protection de la phase donc vulnérable, de la phase fragile du cycle, qui est la phase haploïde. Donc, il n'est plus libre, il est fixé, et il n'est pas seulement fixé, il est protégé dans une structure sur le sporophyte. Deuxième chose très importante, ici, c'est le mode de fécondation. Mode de fécondation, vous voyez, il n'y a plus de gamètes libres, donc on ne peut plus parler d'ogamie. Les gamétophytes, la méospore, donc en germant, va donner le grain de pollen qui représente le gamétophyte mâle, et à cet état, il va être transporté, on l'a vu ici, par le pollen. Les gamètes ne sont pas encore produits, ils sont encore à l'état de gamétange, ils sont dans le gamétange, c'est la cellule reproductrice. Ils vont être transportés comme cela par le vent, ils vont s'introduire par le micropyle et se poser donc sur
Donc le nucelle, en germant, le tube pollinique va traverser le nucelle. Je vais revenir en arrière pour vous expliquer. Donc voici le micropyle, ça veut dire que le pollen pénètre ici, va se poser à ce niveau, au niveau de la structure bleue. Il va germer, le tube pollinique va porter le noyau gamétogène pour atteindre le gamétophyte femelle. Et là seulement, les gamètes mâles vont être libérés dans les archégones. Donc, il n'y a plus de phase libre. On ne parle plus d'ogamie, c'est une siphonogamie, si vous voulez, avec une grande particularité chez les gymnospermes, c'est que la fécondation est décalée par rapport à la pollinisation. Au fait, la pollinisation se fait, donc je reviens en arrière, la première année, vous voyez ici, le pollen, et le tube pollinique va germer, mais les noyaux gamétogènes ne vont pas se diviser, il ne va pas libérer de gamètes. Cela va se faire à l'intérieur donc du gamète la deuxième année. Donc la pollinisation, la première année, la fécondation ne se fait qu'au cours de la deuxième année et la libération des graines se fera donc la deuxième année. Donc première, deuxième année. OK? Donc, il y a décalage entre la fécondation et la pollinisation. C'est une caractéristique importante des cycles de vie chez les gymnospermes qui les différencie des angiospermes. Donc, différenciation tout d'abord par l'organisation florale, par l'absence d'ovaires, donc des ovules nus, différence aussi par ce décalage entre la pollinisation, c'est-à-dire la pénétration du grain du pollen à l'intérieur des cônes femelles et des ovules, sans fécondation pendant la première année, et la fécondation va avoir lieu seulement deuxième année. Bien sûr, après fécondation, c'est le processus classique, zygote, embryon, puis graine. Là, on a quelque chose de vraiment fondamentalement différent, une propriété des cycles de vie qui va faire la différence et l'avantage adaptatif, évolutif des cycles de vie des phanérogames par rapport aux cryptogames, c'est la phase de repos et la dissémination. Si vous vous rappelez, dans les cycles des cryptogames, on a vu qu'il n'y a pas d'arrêt. Zygote, embryon, jeune plantule, plante adulte. Il n'y a aucune phase d'arrêt dans le cycle. C'est dangereux. C'est dangereux. Ça présente des risques dans le cycle de vie. Ce sont des failles et qui rendent ce cycle de vie fragile. Le risque, il est où? C'est que l'adaptation par rapport à l'environnement. Donc, le développement ou le fonctionnement de cycle de vie ne tient pas en compte les facteurs environnementaux. On ne sait pas si les conditions sont favorables ou non favorables. Donc, il y a un risque. Alors que ici, il y a cette adaptation, passage par phase de repos, tout d'abord, les graines ne germent pas, l'embryon sont en dormance dans la graine, ils vont germer que quand les conditions seront favorables. Avec un plus, c'est que les graines vont être aussi des organes de dissémination, ils vont être disséminés et avoir un espace plus grand pour donc la multiplication. Voici des caractéristiques importantes qui vont différencier et qui vont donner un avantage évolutif majeur
des cryptogames par rapport aux phanérogames. Je rappelle que l'histoire de l'évolution de la végétation, c'est qu'on est passé des formes cryptogamiques dominantes, donc avec des forêts par exemple à l'ère primaire de ptéridophytes, de fougères si vous voulez, après vers le tertiaire, avec le changement, l'apparition de la dominance des gymnospermes et des angiospermes, les phanérogames, successivement. Donc, voilà pour le cycle, des gymnospermes. Maintenant, on va passer aux angiospermes. Donc, là, c'est le point de vue taxonomique, comme je l'ai rappelé pour les angiospermes. Pour les gymnospermes, on peut les assimiler à un embranchement, les Magnoliophyta. Donc, Magnolio, ça vient de Magnolia. Les Magnoliaceae représentent les fleurs ou l'organisation florale la plus simple et la plus primitive, si vous voulez, chez les angiospermes. Bon, ça c'est tout un domaine passionnant au niveau de l'évolution de l'organisation de la fleur. Mais ça rappelle que les angiospermes est un groupe qui est apparu après les gymnospermes et qu'ils vont avoir des fleurs vraiment typiques, l'organisation fleurale avec les différentes fleurs, et avec l'avènement dans cette fleur d'une structure nouvelle, d'un organe nouveau. La graine qui était nue chez les gymnospermes va être enveloppée, bon, vous voyez ici l'étymologie dans un récipient, angio, quelque chose de couvert, et ça va être l'ovaire. L'ovaire, il vit comme l'ovule, après fécondation, va donner un autre organe qui va être le fruit, qui va avoir des conséquences importantes et va représenter des avantages adaptatifs à l'évolution de l'appareil reproducteur des angiospermes par rapport aux gymnospermes au niveau de l'efficacité de la reproduction, l'efficacité du cycle de vie. D'ailleurs, le fonctionnement de cette reproduction se traduit par la grande diversité des angiospermes au niveau de l'organisation de l'appareil végétatif et qui va leur conférer des avantages adaptatifs permettant de coloniser tous les types des milieux et donc avoir une importance beaucoup plus marquée, occuper des espaces donc aux dépens des gymnospermes qui sont beaucoup moins diversifiés au niveau de l'organisation de leur appareil végétatif et des possibilités adaptatives de réponse aux différents types d'habitats et d'écosystèmes. Donc, l'organe, la fleur, contrairement à ce que j'ai présenté tout à l'heure chez les gymnospermes, où la fleur est vraiment très discrète, on n'a pas vu vraiment de véritables fleurs, mais seulement des écailles. La fleur, ça signifie une organisation, donc avec différentes enveloppes de pièces florales différenciées, les unes reproductrices, les autres protectrices, c'est le périanthe avec le calice, avec les sépales, la corolle, avec les pétales. Le périanthe représente donc des pièces protectrices. Les pièces reproductrices sont les étamines pour la partie mâle et les carpelles pour la partie femelle. Voilà. Donc, les angiospermes vont différer par cette organisation donc
avec une fleur bien différenciée, comme je viens de le dire, la présence du nouvel organe, l'ovaire et le fruit, comme je l'ai expliqué. Le mode de fécondation va être différent. Tout à l'heure, chez les gymnospermes, la fécondation est simple, donc il correspond à donc là la réunion du noyau du gamète mâle représenté par un noyau gamétique avec l'oosphère, donc une fécondation, on va dire, simple. La fécondation chez les angiospermes, c'est fondamental et va être différente parce qu'il va être beaucoup plus compliqué. Je vais l'expliquer un peu plus tard, mais il faut retenir qu'on ne parle pas de fécondation simple chez les angiospermes, mais double fécondation. Pour l'instant, retenez ce nom de double ou ce terme double fécondation parce qu'il est important. Je vais l'expliquer plus tard. Donc, l'organisation de la fleur, les organes nouveaux comme le fruit vont avoir des conséquences énormes au niveau du mode de pollinisation des espèces et aussi sur les modes de dissémination. Je n'ai pas le temps d'expliquer cela en détail, mais tout simplement, donc, l'organisation de la fleur avec les pièces, etc., favorise donc des modes de transport du pollen, la pollinisation, de plus en plus efficace, d'un mode aléatoire par le vent, comme je l'ai présenté chez les gymnospermes, à des modes de pollinisation complexes, mais très efficaces et spécifiques à travers une interaction avec les animaux, comme c'est le cas par exemple chez les orchidées, avec tout un ensemble d'adaptations complexes. La même chose, le fruit va permettre une dissémination plus importante des semences, donc des graines. Bon, maintenant l'interprétation de l'appareil reproducteur femelle. Ici, on voit l'ovule. L'ovule, donc, chez les gymnospermes, il est nu, comme je l'ai dit, avec des téguments. Nucelle, c'est le macrosporange qui, après, donc, après la réduction chromatique, va donner donc 4 macrospores, 3 dégénèrent, une seule reste, donc macrosporange, c'est une nucelle, et le développement de cette mégaspore va donner l'endosperme, le gamétophyte femelle avec les archégones. Donc, on voit très bien qu'il est nu. Là, voici l'ovule chez les angiospermes. Vous voyez, il y a une tégument, une paroi, une protection extérieure. Il n'est plus nu, il est enveloppé par l'ovaire. D'accord? Là, donc, on va avoir le nouvel organe, l'ovaire et l'ovule à l'intérieur. L'ovule a une organisation sensiblement différente au niveau de tégument. Et on voit un double tégument. Micropyle, c'est la même chose. Donc, le macrosporange, c'est-à-dire là, le tissu diploïde dans lequel va se faire la réduction chromatique, va donner le même fonctionnement. 4 mégaspores ou macrospores, 3 dégénèrent, une seule va se développer, il va se développer donc pour donner le gamétophyte
femelle. Ici, le gamétophyte, on a dit que c'était l'endosperme qui porte les archégones. Ici, ça va être un complexe gamétique qu'on va appeler un sac embryonnaire, équivalent à l'endosperme avec les archégones, ça va être le sac embryonnaire. C'est ce qu'on voit ici. Donc, une réduction et une simplification au niveau de l'organisation. Maintenant, si on voit en détail, donc vous voyez ici l'ovule, il peut prendre différentes formes. Dans le cours, je vais expliquer qu'il y a 3 types de formes, dressées ou recourbées ou inversées. 3 types d'organisation des ovules. Ici, si on pris l'exemple d'un ovule renversé, avec donc les 2 téguments, le micropyle, mucelle, donc le macrosporange, et ici le sac embryonnaire qui représente le développement d'une méiospore, la seule qui s'est développée, et qui correspond donc au gamétophyte femelle. Cette organisation est simple. Première chose à remarquer, il n'y a plus d'archégones différenciés comme chez les gymnospermes. Mais au contraire, donc une organisation plus simple formée de 8 cellules. Ah, bien sûr, toutes ces cellules sont haploïdes. Dans cette organisation, on voit 2 pôles. Un pôle qui est généralement face au micropyle, dans lequel il y a 3 cellules. Cette cellule centrale, c'est l'osphère, c'est le gamète femelle. Donc l'osphère, avec 2 cellules qui l'encadrent, c'est ce qu'on appelle les synergites. Donc il est complexe qui est en face du micropyle. À l'autre opposé, on a 3 cellules, 3, ces cellules sont les cellules antipodiales, qui ne jouent aucun rôle dans la fécondation. Et au centre, on a 2 noyaux centraux, donc 8 cellules, avec le gamète femelle, l'osphère, donc vers le micropyle. Donc 8 cellules. Le grain de pollen, maintenant, le gamétophyte mâle. Donc le grain de pollen est très simple, il n'y a plus les sacs aérifères comme chez les gymnospermes, puisqu'il y a une grande diversification des modes de dissémination du pollen. Il y a encore du pollen chez les angiospermes qui va être dispersé par le vent, mais comme vous voyez sur la surface, la forme, la diversité, ici on voit des pollens de différentes espèces. Ici par exemple c'est des pollens de composés. Ici vous avez par exemple un pollen qui est celui d'ambylifères, ici de graminées, etc. Donc les pollens ont des formes extrêmement diversifiées avec des structures, des épines qui permettent donc aussi une pollinisation par d'autres vecteurs que le vent, donc par les animaux par exemple. Donc une forme beaucoup plus simplifiée dans laquelle il n'y a plus de sac aérifère. Il y a un sporoderme, donc la paroi si vous voulez, qui est formé de 2 parties. Une partie externe, l'exine, qui n'est forme fossilisable, non vivante, puis une partie vivante vers l'intérieur de la paroi, c'est ce qu'on appelle l'intine. Donc, et à l'intérieur, vous avez comme
l'organisation. Ici, c'est très intéressant ce schéma pour faire le parallèle avec les gymnospermes. Vous voyez les deux noyaux, c'est-à-dire le gamétophyte. C'est pas le noyau le grain de pollen, c'est pas une cellule. Il n'y a pas un seul noyau. C'est un organisme avec plusieurs cellules. Ici, vous en voyez deux, comme pour ce que j'ai montré pour les gymnospermes, un noyau végétatif qui, lui, va être responsable de la germination, de la croissance du tube pollinique, et un noyau reproducteur ou spermatogène, on peut l'appeler, ou gamétogène, différentes façons, qui, lui, va donner les deux gamètes mâles qui seront réduits à des noyaux. Donc, le transport, le vecteur, ce sera, comme pour les gymnospermes, le tube pollinique que vous voyez ici. Donc, en rouge, la partie gamétogène qui va donner les gamètes, et en vert, c'est la partie végétative, c'est le gamétophyte. Si on veut faire un parallèle, tout ce qui est vert, le gamétophyte. Tout ce qui est rouge, on peut l'interpréter comme le gamétange mâle. Vous voyez la réduction dans les structures, leur simplification, et aussi cette simplification traduit une meilleure efficacité, une meilleure sûreté de la reproduction. Maintenant, la fécondation, comment il va se dérouler? La fécondation va se dérouler d'une manière totalement différente par rapport à celle qu'on a décrite chez les gymnospermes, par deux choses. Rappelez-vous, chez les gymnospermes, j'ai dit que la fécondation se fait postérieurement à la pollinisation, se fait jamais en même temps, donc une année plus tard. Ici, la pollinisation et la fécondation se font la même année, même temps. Donc, ils sont synchrones. Donc, il n'y a pas de décalage entre la pollinisation et la fécondation. Deuxième chose, rappelez-vous, j'ai insisté sur le fait que la fécondation chez les gymnospermes était une fécondation simple. Et j'ai introduit dans l'introduction de ce TD le terme de fécondation double. Maintenant, on va voir la fécondation double, en quoi elle consiste. Regardez ici le tube pollinique. Vous voyez, deux noyaux. D'où viennent ces deux noyaux? Ces deux noyaux sont issus de la division du noyau gamétique. Je reviens en arrière. C'est ce noyau. Donc, un seul noyau. Une fois qu'il est dans le tube, il est transporté, et quand il arrive au niveau de l'ovule, il se divise pour donner donc les deux noyaux gamétiques. Donc, ces deux noyaux, ce sont les deux gamètes mâles, donc qui vont alors être introduits dans l'ovule à travers le micropyle et mis en contact avec le sac embryonnaire. Le sac embryonnaire, vous voyez ici les deux synergites, vont orienter la croissance du tube pollinique et permettre au premier noyau d'atteindre l'osphère. Donc, voici une première fécondation qui va se faire au niveau de l'osphère avec le premier noyau gamétique. Donc, ça va donner un organisme diploïde, un zygote normal. Le développement du zygote, ça va être l'embryon. Donc, ce zygote-là, on va appeler zygote principal, il va donner l'embryon. Le deuxième gamète, lui, il va au centre du sac embryonnaire. Rappelez-vous, il y a deux noyaux centraux. Là, il va avoir une deuxième fécondation particulière dans laquelle va y avoir association non seulement de deux noyaux, mais de trois noyaux. Donc, c'est une deuxième fécondation. On va l'appeler fécondation
accessoire ou secondaire ou ce que vous voulez pour la différencier de la première et qui va avoir la particularité de donner un zygote totalement différent du premier qui va avoir un devenir différent. En quoi cette différence peut être résumée? C'est par son niveau de pléoïdie, puisqu'on va avoir un zygote triploïde à 3X. Son devenir, ce qu'il ne va pas donner un embryon, va donner un tissu, l'albumène, un tissu nourricier pour l'embryon. C'est ça la double fécondation. Donc, la double fécondation va donner deux types de zygotes. Un zygote classique qu'on a vu dans tous les cycles de vie, c'est une cellule diploïde dont le développement va donner un embryon. Donc l'embryon, c'est ce qui va donner l'organisme suivant, hein, donc le sporophyte produit par la fécondation. Deuxième, il va servir seulement comme tissu nourricier. Et ça, c'est l'avantage énorme de la double fécondation par rapport à la fécondation simple. Si on compare les deux, on voit les avantages clairement. Dans le premier, on a une ovule nue. Dans le deuxième, il est protégé. Protégé par quoi? Par l'ovaire. L'ovaire, ça va être quoi? C'est un fruit. Le fruit, quel est son intérêt? Ça va être la protection de la graine et sa dissémination par les animaux. Donc, un avantage vraiment clair. Deuxième chose, ici, au niveau de la graine, à l'intérieur de la graine, l'embryon va avoir un tissu nourricier qui va donner des meilleures garanties, donc de la réussite de la germination de la graine et du succès de la reproduction. Donc, voici le cycle, si je le résume exactement, c'est les mêmes caractéristiques. Le sporophyte, ça va être ici, c'est une plante herbacée. Bon, ça peut être un arbre, ce qu'on veut. Avec donc le gamétophyte mâle sont les grains de pollen produits dans les étamines. Vous voyez ici une coupe transversale d'une étamine avec les sacs polliniques. Donc, ce sont les microsporanges. Chaque sac pollinique est une microsporange. Donc, c'est là où il y a la méiose qui va libérer des méiospores. Mais en réalité, ce ne sont plus des méiospores parce que vont se diviser pour donner le grain de pollen. J'insiste, le grain de pollen, ce n'est pas une méiospore, c'est la germination de la méiospore, c'est le gamétophyte mâle, parce qu'il n'y a pas une seule noyau, c'est un organisme avec au moins deux cellules qui va germer, transporter les gamètes. Vous voyez, là, c'est déjà réalisé chez les gymnospermes, il n'y a plus de phase libre ni aquatique, les gamètes sont transportés par le tube pollinique mis en contact avec l'ovule. Particularité ici, c'est les deux doubles fécondations, donc avec le zygote qui va donner l'embryon et le zygote accessoire ou secondaire qui va former un tissu nourricier pour l'embryon qui s'appelle l'albumène. Vous voyez ici la graine. Donc, avec l'embryon formé d'une l'ébauche d'une racine, le radicule, et donc les deux cotylédons, donc deux feuilles bourrées de réserve, et donc une ébauche de tige avec ici les méristèmes qui vont être responsables de la croissance. La graine, donc, c'est l'ovule, mais il n'est pas nu, il est à l'intérieur d'un fruit. Ici, le fruit, c'est une gousse. Vous voyez ici les ovules qui sont transformés en fruits. Chaque
grains de petits pois, dans cet exemple, est un ovule fécondé, donc c'est une graine. L'ensemble est enfermé dans une gousse, le fruit, c'était un ovaire, c'était ça au niveau de la fleur. Donc, cycle des génétiques, c'est une évidence, la dominance de la diplophase par rapport à l'aplophase du sporophyte par le gamétophyte. Donc, même caractéristique commune, si vous voulez, ou caractéristique commune avec les gymnospermes, c'est la réduction du gamétophyte, le changement du mode de fécondation. Donc, chez les deux types gymno-angiaux, il n'y a plus de phase libre, ni besoin de phase aquatique. Donc, un mode de fécondation se fait à travers les tubes polliniques, donc une forme de siphonogamie, si vous voulez. Et donc, en plus de la réduction des gamétophytes, le gamétophyte femelle, et il est fixé et il se développe sur à l'intérieur du macrosporange, donc il est totalement protégé, et l'ovule dans lequel se trouve ou se développe le gamétophyte, donc l'ovule est lui-même protégé par un ovaire. Et on va voir donc après fécondation deux organes qui vont assurer la dissémination, qui sont la graine et le fruit. Donc, en résumé, voilà les cycles qu'on a vus. Je rappelle bryophyte, ptéridophyte chez les cryptogames. Il faut se rappeler les différences fondamentales entre les bryophytes et les ptéridophytes. Qu'est-ce qu'ils ont de commun? Qu'est-ce qu'ils ont de différent? Quelles sont les choses importantes qui ne sont pas encore accomplies chez les ptéridophytes, mais dont on voit les signes, donc, mais qui vont se concrétiser plus tard et être bien mis en place chez les phanérogames. C'est l'évolution de la reproduction, donc, chez les végétaux cormophytes, des bryophytes ou phanérogames. Donc, les bryophytes, on a vu que c'est un cycle qui est vraiment très particulier et qui va être en quelque sorte abandonné, car il ne fonctionne que pour des organismes de petite taille, comme je l'ai expliqué. Voilà la relation entre l'habitat, la taille, etc. et le cycle de vie. La dominance du gamétophyte, le gamétophyte étant un organisme haploïde, ne peut jamais avoir des structures analogues aux structures qu'on va trouver chez les arbres ou chez les fougères. Donc, c'est ça les limites. Et quand on compare le cycle des bryophytes, on voit qu'il ressemble plus à des cycles d'algues. Donc ici, vous voyez dans cette diapositive la diversité des cycles chez les thalophytes, chez les algues spécialement. On compte au moins 4 types de cycles, des cycles donc à une seule génération, monogénétique, haplophasique, des cycles digénétiques comme chez les cormophytes, haplodiplophagiques, des cycles monogénétiques mais diplophasiques, il n'y a pas d'haplophase, mais des cycles encore plus compliqués comme chez les algues rouges avec 3 générations. Donc le cycle des bryophytes ressemble plus à celui des algues monogénétiques, quoique les bryophytes n'ont pas un cycle monogénétique digénétique, mais dominance
alors que là, le cycle qui va être fixé chez les cormophytes, il se développe, c'est le cycle dit génétique. Donc, là, la différence entre cryptogame à cycle digénétique avec dominance du gamétophyte, c'est le passage donc à des cycles où la réduction se fait de plus en plus. Il a commencé chez les ptéridophytes, mais il va atteindre son maximum chez les phanérogames avec un pareil végétatif des gamétophytes réduit à quelques cellules, comme chez le cas chez le grain de pollen ou le sac embryonnaire des angiospermes. D'accord? Donc, une réduction de plus en plus forte. La cassure la plus importante, c'est dans le mode de fécondation. Donc, chez les phanérogames, ils ont réussi à devenir indépendants par rapport à la présence d'eau et ils ont éliminé une phase qui est sensible dans le cycle, la phase libre. Il n'y a plus de phase libre des gamètes, donc le mode de fécondation va changer. Il n'y a plus d'ogamie, on va passer à la pollinisation et à la siphonogamie à travers les tubes polliniques. La protection, donc, et la sexualisation, la protection des gamétonges et des sporonges, donc, va se faire d'une manière plus importante, et ça c'est la caractéristique, avec donc l'enveloppement, donc là j'insiste sur le côté femelle du macrosporange et sa fixation sur le sporophyte et du développement du gamétophyte à l'intérieur du macrosporange qui est fixé avec donc l'évolution du mode de fécondation, de passage d'une fécondation simple à une fécondation double, donnant donc des graines enveloppées dans des fruits et la graine avec des tissus nourriciers qui sont l'albumène. Voilà un peu les tendances générales de l'évolution. On peut revenir dessus sous forme de questions, de discussions dans les prochains TD. Merci pour votre attention.